c'est maintenant au tour de M. René Dufour, un autre ex, donc ancien président de l'Institut canadien des mines et de la métallurgie. Il va nous parler redevances et transformations dans une présentation intitulée « Tirer davantage de nos ressources minérales non renouvelables ». À vous. Sujet que je compte traiter. Je sais pas si je vais avoir le temps pour tous les faire. Alors, un instant. Alors, j'ai choisi cette carte-là. Oh, pardon, qu'elle n'est pas jolie, hein? Elle provient de la Convention de la baie James. Alors, c'est une ancienne carte. Je l'avais choisie parce qu'elle montrait les contours de la baie James, la paix des Braves, que vous voyez à gauche. Alors, c'est pour ça que je l'ai choisie et ça montre les chemins de fer. Alors, si ça, c'est la paix des Braves. Et immédiatement avant les élections, M. Charest a donné un statut différent au territoire de la baie James. C'est maintenant une municipalité. Elle est considérée avec tous les attributs d'une municipalité et 50% des membres du conseil sont des Autochtones. Ici, vous avez deux chemins de fer, parce qu'on parle souvent. Vous avez le chemin de fer d'ici de Québec-Cartier, qui part de Port-Cartier, qui va jusqu'à Lac-Janine. Et cette carte-là, vu qu'elle est vieille, maintenant, le chemin de fer se rend jusqu'à Fermont. Et la route ici qui part de Bécomo aussi, moi, lorsque j'étais là, parce que j'ai passé beaucoup de temps à Gagnon, la route arrêtait à Manicouagan, à Manic 5, jusqu'à ce qu'on construise le pont pour traverser la Manicouagan, la petite rivière Manicouagan. Alors, puis l'autre chemin de fer, c'est celui de Sept-Îles qui va jusqu'à Fermont, jusqu'à Shefferville, excusez-moi. Et vous voyez que Shefferville est quand même issu du territoire québécois, mais entouré du territoire du Labrador de chaque côté. Alors, c'est quand même... Et vous avez... que c'est autre chose que je voulais mentionner. Ah oui, je voulais mentionner ici, le district minier, d'après moi, le plus riche de la province, c'est celui situé entre Wickham Bay et le Cap Smith. Le Cap Smith est là, Wickham Bay est ici. Et moi, j'ai passé un été en 1957, j'ai passé tout l'été à faire de l'exploration sur cette ceinture-là, alors que l'on a découvert le nickel, platine, cuivre et autres métaux. Et c'est réellement, vous avez maintenant Raglan, qui a un gros gisement. Vous avez une autre compagnie chinoise maintenant, Jillian Nickel, qui a maintenant une propriété et qui est assez avancée pour la mettre en exploitation. Alors, vous avez deux grands exploitants maintenant, qui est Raglan. Raglan a une entente avec les Autochtones pour extraire 1,3 million de tonnes de minerais par année. Et ils ont annoncé une augmentation substantielle de leur production où ils rajouteraient 40 000 tonnes de nickel dans leur concentré. Ils n'ont pas renégocié avec les Autochtones, mais ça voudrait dire qu'ils exploitent du gisement hautement de nickel. Ils ont eu des intersections comme il n'y en a pas dans le monde au point de vue de nickel dans cette région-là. Alors c'est pour ça que je dis que c'est le district minier le plus riche du Québec présentement. Maintenant. Alors, pourquoi suis-je qualifié pour parlementer sur le développement du Nord québécois? J'ai débuté ma carrière en exploration. J'ai œuvré en Abitibi, en Gaspésie, au Corps, le nord de Shefferville en 1952, passé l'été. Et alors que la société IOC, Iron Ore Company of Canada, construisait son chemin de fer Sept-Îles-Shefferville, et en 1957, sur la ceinture Wickham Bay-Cap Smith. Et pour ceux qui viennent de l'Abitibi, il n'y a pas de mouche noire dans cette région-là, seulement des maringouins. Mais les maringouins ont des deux moteurs, sont réellement forts. Une société Simjex que j'avais fondée fut mandatée pour définir le potentiel minier des claims miniers sur le territoire de la baie James avant la signature de la paix des Braves. J'ai effectué la planification minière des gisements de fer du lac Albanel et de Chibougamau. Le lac Albanel, vous avez à côté du lac Albanel des gisements de fer de Gand, et j'avais fait la planification minière, mais maintenant, ils ont fait un parc avec ça. Ça veut dire que les Autochtones qui ont travaillé à Troilus, il y avait une mine d'or juste à côté, une mine d'or qui a fonctionné pendant très, très longtemps,
et elle est fermée maintenant. Ils auraient pu aller tout de suite sur un gisement de fer qui aurait pu revenir vers le sud parce qu'il y avait un chemin de fer. On aurait pu avoir un chemin de fer pour emmener le minerai vers le sud. Mais ils ont fait un parc. Alors ça, c'est fini. Il n'y aura pas de développement dans cette... Premier, le précurseur du plan Nord, M. Charest, voulait avoir le plan Nord collé à sa peau. Il voulait tellement que ce soit qu'il en soit le maître, mais il aurait dû mentionner que le véritable précurseur du plan Nord, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi, qui tenait en 1970 un colloque sur le développement du Nord québécois. Cet événement fut organisé conjointement par l'Institut canadien des ingénieurs, la Corporation des ingénieurs du Québec et la Chambre de commerce régionale du Saguenay. Alors, M. Charest a fait du plan Nord un slogan de marketing. Les sociétés y étaient déjà avant l'apparition du dit plan Nord à cause du potentiel financier de l'exploitation des ressources minières. Par contre, les sociétés sont heureuses de s'associer au plan Nord parce qu'ils bénéficient de certaines infrastructures qui auraient dû eux-mêmes défrayer. Un exemple de ça, juste avant les élections, M. Charest annonçait une subvention de 200 millions pour les villes nordiques. Les villes nordiques sont sollicitées beaucoup. On parle de Sept-Îles, Chibougamau, toutes ces villes nordiques-là, par l'industrie minière pour offrir différents services pour les employés, pour tout. Alors que ces 200 millions-là viennent de nos poches comme contribuables, alors que l'industrie aurait dû devrait défrayer ces argents-là pour des services qu'ils demandent aux villes minières. Maintenant, l'autre sujet. Ici, un instant. Alors, transformation sur le territoire québécois. Les emplois hautement rémunérés sont dans la transformation et les revenus pour la province sont dans la transformation. Alors, prenons comme exemple le minerai de fer. Le minerai de fer, lorsqu'on fait des boulettes, on fait de la concentration parce que personne n'achèterait du minerai à 28-32 % évidemment, parce que notre minerai sur la fosse de Labrador est environ entre 28 et 32 % de fer. Alors, on fait du concentré, on fait des boulettes et on le vend. Ça va normalement en Chine, où la grande partie, c'est pour aller en Chine. Alors ça, ce n'est pas de la transformation. Mais seulement, moi, j'ai préconisé dans ma conférence d'avoir un fonds de 25 millions pour développer la fabrication de lingots de fer, comme on fait pour l'aluminium. Alors, les lingots d'aluminium sont transportés et utilisés pour faire des produits. La même chose pour le fer. On pourrait faire des lingots du pig iron, qu'on appelle en anglais, du 99 % fer. Et ceci pourrait être acheté ou vendu dans les aciéries à travers le monde. Ce n'est pas toutes les aciéries qui seraient capables qui sont équipées pour accepter du 99 %, mais beaucoup. Dans un projet de fer, si vous avez fait votre étude de rentabilité, vous avez d'abord foré pour définir des ressources, vous avez fait des essais métallurgiques pour voir comment vous allez le concentrer, vous avez fait l'étude environnementale, vous avez fait une étude de faisabilité qui est positive, comme hier, si vous avez regardé dans votre informatique, là, vous avez vu que Champion annonçait qu'il avait fait une étude de faisabilité sur les gisements de Fire Lake. Fire Lake, ce sont des gisements du côté du Québec, mais ils ne disent pas qui va l'acheter. Tant qu'ils n'ont pas un acheteur des concentrés qu'ils vont produire, il n'y a pas réellement un projet. Alors, c'est un seul utilisateur qui va employer ces gisements-là, qui va employer ces gisements. Tandis que avec du pig iron, on pourrait le vendre à travers le monde, aux aciéries à travers le monde. Maintenant, parlons de nickel. À son retour, M. Charest a parlé d'un investissement de 400 millions par une compagnie chinoise. Lorsqu'il est allé, il avait fait un voyage en Chine, un voyage promotionnel en Chine, de 400 millions qui seraient investis par une compagnie chinoise dans la région que je vous ai montrée sur la carte là, de Wake Bay, Cap Smith. Et cette compagnie-là est à implanter une nouvelle exploitation sur cette ceinture de roches. Alors maintenant, allons-nous permettre, vous avez présentement Raglan qui fonctionne depuis longtemps. Moi, j'étais sur le conseil de Noranda
Falconbridge pendant 14 ans et on avait construit Raglan. Falconbridge avait construit Raglan. Et c'est une des mines les plus profiteuses qui existent présentement. Alors maintenant, la nouvelle compagnie chinoise, moi je me disais, ils vont vouloir amener des Chinois comme ils font en Afrique. Les compagnies chinoises en Afrique amènent leurs propres employés chinois et qui retournent lorsque c'est construit. Alors, est-ce qu'on va permettre à cette compagnie chinoise-là, qui est 100% détentrice de ces gisements-là maintenant, juste à côté de ceux de Raglan, d'importer des Chinois qui vont venir travailler là? Moi, je dis non, parce que, comme je mentionnais, l'argent, les emplois hautement rémunérés sont dans la transformation. Alors, déjà 5 minutes. Oh, alors, c'est réellement... Alors, maintenant, juste pour revenir toujours pour la transformation, nous avons maintenant 2 compagnies qui fonctionnent sur cette ceinture de nickel, platine, cuivre, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas leur demander de se concentrer, travailler ensemble pour faire de la transformation sur le territoire du Québec? Les concentrés de Raglan sont transportés par bateau jusqu'à Québec, Québec par chemin de fer jusqu'à Sudbury, pour première transformation. Les concentrés reviennent à Québec pour expédier en Norvège. Alors, présentement, Gillian Nickel, l'autre compagnie qui est sur le point de démarrer sur cette région-là, a annoncé qu'ils enverraient leurs concentrés en Finlande. Ce serait une compagnie russe qui les ferait les concentrés en Finlande. Vous avez, moi je dis, on devrait suivre l'exemple de Terre-Neuve, Labrador, qui a formé, quelqu'un a mentionné, je pense que c'est vous, mentionné le grand gisement de Voisey Bay, qui est un des grands gisements de classe mondiale, nickel, cuivre, et ils ont ces vallées. Le gisement avait été découvert par M. Friedland, qui l'avait vendu à Inco à un coût de plusieurs milliards de dollars. Inco a été pris, c'est Valley qui a pris le contrôle de Inco, et Labrador a forcé Valley à investir sur son territoire pour traiter les concentrés qui vont provenir de Voisey Bay. Et ils sont à dépenser, ils avaient prévu 3,6 milliards, et j'ai vu hier, je disais qu'ils sont rendus à 4,25 milliards de dollars. Alors, vous voyez, Labrador, est-ce qu'on ne devrait pas, nous, faire la même chose, de forcer nos compagnies à faire des travaux, à faire de la transformation? Vu qu'elle me dit qu'il me reste peu de temps déjà, les redevances. Moi, je voudrais dire un mot sur les redevances. Moi, je suis pour que l'on choisisse le système australien où, au lieu de fonctionner avec les bénéfices que chaque tonne de minerai extraite sur le territoire de la province ait une redevance qui serait basée. Maintenant, ça permettrait beaucoup de flexibilité pour le Québec. Par exemple, les redevances pourraient être différentes. Le coût des redevances pourrait être différent pour du minerai de fer, par exemple, ou les exploitations au-delà du 56 parallèle, par exemple. Et pour des compagnies ou des métaux qui sont transformés sur le territoire de la province, on pourrait avoir une redevance différente. Alors, on aurait beaucoup de flexibilité avec les redevances en employant ce système-là. Je pense que c'est la façon de faire. Là, on pense toujours, il y en a qui disent tout de suite, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, et c'est dans ma conférence d'ailleurs, qu'en faisant ça, présentement, beaucoup de compagnies ne voudront pas investir au Québec. Mais seulement, j'ai ici... Mining Engineering, c'est ici au Québec ou au Canada, nous avons une grande société, l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole. Du côté des États-Unis, c'est Mining Engineering, qui est beaucoup plus grand que nous parce qu'ils sont plus nombreux. Et il mentionne qu'en 2010-2011, il y a 25 pays qui ont annoncé des augmentations, soit des royautés ou sur leur richesse minérale. Alors, 25 pays, dont des grands pays. Là-dedans, vous avez le Pérou, vous avez le Chili, vous avez la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud, qui ont tous annoncé qu'ils augmenteraient les royautés. Alors, quand les gens nous font peur en disant que si on change et qu'on fasse
que l'on augmente. Ils ne viendront plus ici, c'est quand même, c'est tiré par les cheveux.